Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. En annonçant une série de mesures pour le pouvoir d'achat lundi soir, Emmanuel Macron a tenté de calmer la colère des Gilets jaunes, un mois après le début de leur mobilisation. Mais hier, certains, moins nombreux à Paris, pas forcément dans notre région, vous le verrez, se sont encore mobilisés. Alors, sommes-nous en train de sortir de la crise? Les propositions d'Emmanuel Macron sont-elles suffisantes? Assiste-t-on à un tournant du quinquennat, un virage social? Le mouvement des Gilets jaunes a-t-il un avenir? Peut-être sur le terrain politique. On en débat avec nos invités ce dimanche en direct. Fadila Khattabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Côte d'Or. Un mot sur ce qui s'est passé peut-être d'abord hier à Paris avec une mobilisation qui est moindre. Est-ce que vous considérez que c'est une victoire d'Emmanuel Macron et de ses propositions de lundi soir? Non, ça n'est pas une victoire. Je pense que ce mouvement, qui est un mouvement citoyen au départ, qui ne fait pas suite ni à un appel d'un parti politique, ni à une organisation syndicale, c'est vraiment un mouvement citoyen avec des revendications fortes, notamment en matière de pouvoir d'achat. D'ailleurs, je tiens à le dire, on a été élu, Emmanuel Macron a été élu sur cette revendication très forte en termes de pouvoir d'achat. Ça ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ceux qui manifestent ne l'ont pas bien senti, hein. Si, il y a un volet, il y a un tournant. Le président a fait un certain nombre de propositions très fortes en matière de pouvoir d'achat qui répondent, vraiment des propositions qui répondent en termes de pouvoir d'achat, avec la suppression de la CSG notamment pour... la hausse de la CSG pour les petites retraites. Les petites retraites, les heures désocialisées supplémentaires et défiscalisées, la prime d'activité. Voilà, donc ce sont quand même vraiment des mesures sans précédent. Vous pensez que c'est ça qui explique que les Gilets jaunes se sont moins mobilisés à Paris? Je pense qu'ils ont accepté la main tendue du président de la République, mais les revendications sont tout aussi fortes. Il y a une vraie attente, il y a un virage qui est pris. Je pense que vraiment on assiste à un moment très important. Il y aura avant et après, mais le après vraiment sera tout aussi important. Notamment concernant le dialogue social qui doit se faire, le dialogue démocratique, et c'est par là qu'il faut poursuivre. On va y venir évidemment, puisque c'est l'autre volet des revendications des Gilets jaunes. Alain Segaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Gilets jaunes en Saône-et-Loire. Oui. Vous avez quitté provisoirement le rond-point du Magny à côté de Mont-Soleil-Mines où vous mobilisez depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, pardon. Alain Segaud, vous gardez quoi de la journée d'hier? Il y a eu une mobilisation en Saône-et-Loire, une mobilisation à Dijon qui, semble-t-il, ne faiblit pas. À Paris, elle faiblit. Qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui concerne, moi je parlerai que pour le Magny, elle est aussi forte qu'au début. On a senti une forte mobilisation et non une démobilisation. Je pense que pour les gens du Magny, enfin la région de Monceau, il est hors de question d'arrêter. Paris, je ne sais pas. Enfin, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait quand même des blindés tout autour. Et comme la semaine dernière, oui. Oui, qui empêchait apparemment l'accès du centre, je crois. C'est pour ça aussi qu'on voyait moins de monde, je ne sais pas. Vous pouvez comprendre que certaines propositions d'Emmanuel Macron aient fait faiblir un petit peu le mouvement parce qu'ils se disent il a quand même fait un geste. D'accord. Alors, on va y venir après. Hein. On peut y revenir après, mais alors, quand j'ai entendu ce matin, on parlait que tous les smicards allaient toucher 100 €. C'est faux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est faux. On a 20 millions de smicards. Il n'y aura pas 20 millions de personnes qui auront 100 €. Déjà, il faut le savoir. Puisque en plus, c'est sur la prime d'activité qui sera calculée en fonction des revenus aussi. Oui, donc tout le monde ne percevra pas. Et on a déjà, il faut retrancher aussi les 20 € de baisse de charges fiscales. Donc il nous reste 80 €. On va revenir dans un instant. Oui. On va y revenir dans un instant à toutes ces propositions d'Emmanuel Macron. Je préciser quand même que les effets d'annonce sont terribles. Oui, mais ça a peut-être joué dans la démobilisation parisienne en tous les cas. Ce n'est pas forcément bon. Voilà. Pour votre mouvement en tous les cas. Oui, tout à fait. Non, mais... En l'occurrence, c'est de votre point de vue. Tout à fait. Jean-François Farinck, bonjour. Vous êtes maire sans étiquette, je le précise, de Blanneau en Saône-et-Loire. Vous êtes président des maires ruraux de Saône-et-Loire. Vous avez d'ailleurs publié un communiqué il y a quelques jours pour faire des propositions, vous aussi. Et d'ailleurs, les maires sont invités à ouvrir leur mairie pour recueillir des formes de cahiers de doléances, en quelque sorte. Comment est-ce que vous regardez ce qui s'est passé hier? Écoutez, en proximité, moi je passe à Mâcon-Nord. Bon, je compte pas le nombre de gilets jaunes à chaque fois que je passe à Mâcon-Nord, parce que j'y passe assez souvent, mais j'ai pas noté une décrue. Il me semble qu'ils étaient aussi nombreux que les jours précédents.
Et bon, parfois, je discute 2 ou 3 minutes avec eux, ou un peu plus. Bon, j'ai l'impression quand même qu'ils sont très mobilisés et qu'ils ne sont pas sur le retrait et qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer à la maison tout de suite. Est-ce que vous, qui êtes président des maires ruraux, vous notez du coup une différence entre ce qui peut se passer à Paris et la réalité de ce qu'on vit en région? Ben, sur ce constat très local, j'ai pas eu l'impression d'une baisse du mouvement. Et puis alors, ce qui se passe, donc ça se voit moins, c'est qu'on a effectivement des habitants qui viennent dans nos mairies. Moi, j'ai un maire qui me disait hier, le maire de Clessay, en Saône-et-Loire, il a reçu quelqu'un qui lui a apporté une contribution de 4 pages quand même, structurée sur un certain nombre de soucis qui sont les siens. Et donc, je pense qu'il y a un malaise au-delà des carrefours. Et de ce qu'on voit, il y a un malaise qui est quand même très profond et puis qu'il va falloir traiter. On va y revenir bien sûr. Philippe Texier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional de la CGT en Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous qui êtes un habitué des mouvements sociaux, qui savez bien comment ça fonctionne, les ressorts, notamment des mobilisations, des manifestations, votre point de vue sur ce qui s'est passé hier, est-ce qu'on est à un tournant de la mobilisation? En fait, il s'est passé une journée importante encore hier et avant-hier, vendredi, puisque vous saviez que la CGT et d'autres organisations syndicales appelaient une journée de mobilisation. C'est plus de 100 000 au niveau national. Et sur la région, c'est 2800 manifestants. Ce sont des manifestations distinctes de celles des Gilets jaunes, précisons-le. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement Macron a devant lui le mouvement des Gilets jaunes et un mouvement syndical qui est enclenché depuis plusieurs mois et qui a déjà mis en lumière un certain nombre de réactions de la part de nos syndicats et qui ont permis à des salariés de s'exprimer sur la réforme de la santé, la réforme ferroviaire, la réforme de la formation professionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'on est à un point où il peut y avoir une convergence des luttes? La fameuse convergence des luttes? La convergence des luttes, c'est pas quelque chose qui se décrète. On peut souhaiter que tous ceux qui ont des intérêts communs se rassemblent. Et certainement que d'ailleurs on assiste dans certains ronds-points des contacts de la part de nos syndicats avec un certain nombre de gilets jaunes. Certains gilets jaunes ne souhaitent pas nous rencontrer, nous mettent à l'écart, parce que je pense que c'est ce qui caractérise leur mouvement, un mouvement apolitique et donc en dehors des syndicats. Cependant, je pense que ce mouvement, lui, a une portée politique. Et en fait, je pense que les Gilets jaunes, dans les contacts, dans le mouvement, sont en train d'envoyer des messages forts. C'est aujourd'hui des questions de démocratie, y compris leur appréciation des premières mesures de Macron. On voit bien qu'il ne convainc pas, parce que je pense qu'au fil des discussions, des débats, il y a une politisation, et je pense que les Gilets jaunes comprennent que Macron est en train de se moquer d'eux. Mais vous savez bien qu'à un moment donné, dans un conflit, vous êtes bien placé pour le savoir, qu'à un moment donné, on sort souvent par le haut, et c'est une affaire de compromis, les conflits sociaux, non? Pour qu'il y ait un compromis, il faut qu'il y ait une négociation. Et qu'on s'entende sur les termes, à un moment donné, qu'à la fois ceux qui sont en responsabilité pour mener une politique, là, ici, le gouvernement, mais aussi d'un chef d'entreprise, lorsqu'il s'agit de revendications d'entreprise, réussissent à tomber d'accord sur que le produit de la négociation est quelque chose qui permet d'accepter le terme du conflit. Là, il me semble qu'on n'est pas dans cette situation-là, puisqu'on touche à la fois des revendications sociales et vient pointer des revendications d'ordre politique. Je pense par exemple à ce que j'ai entendu, les référendums, voire des démissions, remise en cause du gouvernement. Là, on est sur des questions de l'Assemblée nationale, voire du président lui-même. Là, ce sont je dirais des questions qui viennent et qui ont été le produit de discussions au sein des Gilets jaunes. Fadila Khattabi, on a vu que les propositions évoluent, c'est-à-dire qu'il y a eu des propositions sur le pouvoir d'achat qui ont été faites effectivement par les Gilets jaunes depuis un certain nombre de temps. Et il y a eu derrière, effectivement, des propositions, des annonces d'Emmanuel Macron. Et on peut aussi noter ensuite qu'il y a eu de nouvelles propositions sur le plan plus démocratique. Et là, on imagine que les maires et les élus locaux auront aussi un rôle à jouer. Bien sûr, mais je voudrais rebondir par rapport à ce que dit M. Texier. Pour qu'il y ait effectivement dialogue et négociation, il faut aussi être autour de la table. Or, aujourd'hui, moi, je les ai rencontrés, les Gilets jaunes, à ma permanence, sur le terrain à Crimollois, où j'ai passé pratiquement plus de 2 heures avec eux. Vendredi encore, ils sont venus. Certains ont laissé tomber le gilet jaune en disant
On va voir, maintenant il faut se mettre autour de la table et on va essayer de négocier un certain nombre de choses. Les corps intermédiaires ont effectivement un rôle important à jouer. On l'a vu quand on n'a pas de représentants. Comment voulez-vous négocier quand vous n'avez personne ? Emmanuel Macron le découvre un petit peu à ses dépens, que les corps intermédiaires ont un rôle à jouer, parce que ces messieurs qui sont autour de la table aujourd'hui, les élus locaux et aussi les syndicats patronaux ou de salariés, ont été un peu mis sur la touche pendant les 18 premiers mois, non ? Non, enfin... Jean-François Farin qui dit oui. Oui, c'est peut-être le sentiment du maire. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Des maires, notamment des maires ruraux que je représente. Bon, il y a depuis 18 mois des propositions qui ont été faites, des choses qui ont été exprimées, et l'association des maires ruraux n'a pas le sentiment d'avoir été entendue. Et pire, on a continué à détricoter la commune, puisqu'il y a des compétences de plus en plus qui étaient locales. Et donc on détricote la commune, on affaiblit le rôle du maire. Et ça finit par questionner beaucoup les collègues. Et maintenant, on leur demande de jouer ce rôle peut-être de médiation, d'écoute. Donc je pense que les maires sont prêts à le jouer, mais veillons à ne pas déstabiliser complètement cet échelon de proximité qui, justement, est peut-être le moins critiqué, ce corps intermédiaire. On va dire que c'est un corps intermédiaire, les maires. Mais ce corps cette proximité qui est peut-être la moins critiquée par rapport à la représentation nationale, par rapport à la haute administration, qui est jugée très, très éloignée des préoccupations locales. Donc, arrêtons de dévitaliser ce niveau communal. Je crois que c'est important. Alain Segaud, est-ce que c'est un pack complet, les revendications des Gilets jaunes ? C'est-à-dire, c'est parti de la question de la taxe du carburant pour arriver aux questions de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il y a toutes ces questions démocratiques. On a beaucoup entendu parler de référendum d'initiative citoyenne hier. Pas forcément. Je veux dire par là que moi, quand j'ai mis le gilet jaune, c'était pas pour la taxe, spécialement pour la taxe. Ça fait, si vous voulez, très longtemps que je me plains depuis des gouvernements successifs et qui nous matraquent par des taxes. Et là, si vous voulez, ça faisait longtemps que la marmite bouillait et là, le couvercle a sauté. Je trouve quand même que depuis très longtemps, comme je le dis, les taxes nous écrasent. Ça fait un moment que l'État vit au-dessus de nos moyens. L'État vit au-dessus de nos moyens. Excusez-moi, mais tous les élus vivent, je trouve, au-dessus de nos moyens. Ça veut dire qu'ils bénéficient quand même d'avantages assez considérables. Alors les maires ruraux, pas forcément. Attendez, je veux parler des députés, certainement. Parlons aussi des présidents de la République qui coûtent 2 millions, un peu plus de 2 millions par an, et par ancien président de la République. D'autres parlementaires qui sont en retraite, qui bénéficient de voitures de fonction, qui ont des gardes du corps, qui ont des trajets en train, voire en avion. Ça, ce sont des choses qui sont... Sauf cas particulier. Sauf cas particulier. Non, vous n'allez pas me rassurer. Les anciens premiers ministres, actuellement. Parce que beaucoup ne savent pas... Non, je voudrais répondre, c'est vrai, là-dessus, parce que j'ai été interpellée. Notamment, par exemple, sur nos frais de mandat que nous avions retiré la CSG. C'est absolument scandaleux. Ce que je veux dire là, et je tiens à expliquer, c'est que les frais de mandat, ce sont des frais professionnels. Et comme tous les frais professionnels, il n'y a pas de CSG sur les frais professionnels, pour n'importe quelle entreprise. Mais sur votre indemnité de député elle n'a pas été retirée, nous payons la CSG sur notre indemnité. Concernant la retraite, nous sommes les premiers députés de La République En Marche à avoir effectivement fait en sorte que notre retraite soit alignée avec celle de tous les Français. L'Assemblée nationale l'a voté, monsieur, l'a voté. Nous n'avons aucun privilège à ce niveau-là, parce que beaucoup m'ont dit, madame, vous faites un mandat et vous avez 1 600 € de retraite pour un mandat. Faux, archi faux. Je dis à nos concitoyens, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron et ses ministres ont renoncé à la petite augmentation qu'ils allaient avoir au mois de janvier. Ils trouvaient que ça sonnait mal. C'est la moindre des des choses. choses. Comprendre. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai regardé avant de venir le salaire, si vous voulez. Alors, député, 7 209 brut. Privilège député, 5 000 € mensuels pour le frais de mandat. 18 950 € par an d'enveloppe. C'est tous les frais de fonctionnement. Oui, frais de fonctionnement. 15 500 au début pour l'achat de matériel. Non, mais monsieur... Non, mais vous êtes d'accord avec moi ou pas, ces chiffres-là? Oui, mais moi, je peux justifier tous mes frais, monsieur. Tous mes frais. J'ai une permanence qui me coûte plus de 1 400 € par mois. J'ai des frais de fonctionnement. Non, j'ai des frais de fonctionnement. La démocratie, ça a un coût parfois. La démocratie, je Jean-François Farin, distribue... quel est votre point de vue, vous qui n'avez pas les mêmes indemnités qu'un député? Les maires ruraux, souvent, c'est dans les communes de moins de 500 habitants, c'est 400 ou 500 € par mois.
Certains d'ailleurs, bénévoles, certains mettent prennent un niveau d'indemnité inférieur, divisent par 2 ce qui est possible. Donc et si vous regardez le nombre d'heures, bon, c'est du quasi bénévolat, pour les maires ruraux. Alors pour revenir à un plan général, plus général, je pense quand même que ce qu'on entend dans ce mouvement, il y a une demande de sobriété, il y a une demande de sobriété des institutions, de plus grande sobriété. Et je pense qu'il faut faire attention. Les collectivités publiques à tous les niveaux, dans leur fonctionnement, dans les cocktails qui sont organisés, dans toutes ces pratiques les frais de fonctionnement, les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement doivent être plus sobres. Et il faut, on en arrive à une question. Il faut être exemplaire. C'est-à-dire qu'un élu doit être exemplaire y compris dans son mode de vie personnel. Et je crois que c'est une demande qui est très très forte. Et les citoyens veulent savoir où passe l'argent public. Alors, comment, et les chiffres que monsieur est allé chercher, ça témoigne de ce souci. Justement, on a l'impression quand même qu'Emmanuel Macron, dans son intervention de lundi soir, a en quelque sorte entendu cet appel à la sobriété. Il y a même eu un mea culpa. 23 millions de Français ont suivi les 13 minutes d'allocution télévisée du président de la République. C'est dire l'attente d'un pays qui se demande à 10 jours de Noël si la sortie de crise est en vue. Je vous propose d'écouter les propositions résumées du chef de l'État. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Avec 4 mesures pour relancer le pouvoir d'achat. Et en premier lieu, une revalorisation du SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Deuxième mesure, une annulation de la hausse de la CSG pour une partie des retraités. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Pour les salariés, les charges sociales sur les heures supplémentaires seront supprimées dès janvier et non en septembre 2019. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Enfin, pour les salariés, Emmanuel Macron confirme la défiscalisation d'une prime exceptionnelle qui pourrait être versée par les entreprises à leurs salariés. Une prime qui n'est pas obligatoire pour les patrons. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Philippe Texier pour la CGT, quand vous entendez toutes les propositions d'Emmanuel Macron, qui certes, on l'a compris, on a entendu Alain Segaud, ne satisfont pas une partie des Gilets jaunes, mais vous ne dites pas, nous les syndicats, on a rarement obtenu autant après une mobilisation. Surtout, c'est que nous, on n'a pas revendiqué que le SMIC soit augmenté sur la hausse de la prime d'activité. Et là, en fait, le gouvernement fait un cadeau aux petits patrons qui étaient mobilisés avec les Gilets jaunes. Et donc, il donne un exemple, alors qu'il faudrait remonter le SMIC, c'est-à-dire le taux horaire, pour donner une base à une revalorisation dans les entreprises, des qualifications, de l'ancienneté. En fait, il ferme la porte et il incite les employeurs à ne pas augmenter. Si on y rajoute la mesure des heures supplémentaires désocialisées, défiscalisées, en fait, on augmente le temps de travail. On réduit évidemment de fait les recettes de la sécurité sociale et évidemment du budget de l'État. Donc vous me dites c'est quoi? C'est un tour de passe-passe? C'est de la poudre de perlimpinpin pour prendre une expression qu'aime beaucoup Emmanuel Macron? Il l'applique de façon un peu précipitée puisqu'il avait annoncé dès son installation. En fait, il fait un cadeau au patronat. Et il incite toutes les petites entreprises. Mais les petites entreprises, elles en ont peut-être besoin, non? Mais bien sûr, mais les petites entreprises, à ce moment-là, il faut revoir l'ensemble de la fiscalité. Et quand j'entends tout à l'heure la discussion qu'il y a entre vous sur le fait qu'attention, le gouvernement, enfin l'État doit revenir à plus de sobriété, je crois qu'il ne faut pas simplement se cacher, et y compris, il peut y avoir une sensibilité pour ceux qui souffrent le plus, en fait, à l'outrance de certains. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a une fiscalité qui est injuste à notre pays, sur près de 260 milliards de recettes pour l'État, quasiment plus de la moitié sont de la TVA, qui va frapper à la fois le smicard, le sans-emploi ou le très riche. Donc là, à mon avis, il y a à regarder, est-ce que notre fiscalité est vraiment une fiscalité progressive et qui permette de financer les services publics? J'aimerais entendre si les Gilets jaunes sont d'accord avec ce que dit la CGT. Et pour finir, je crains que derrière ces mesures se cache une nouvelle réduction des services publics. Sur la fiscalité, tout à fait d'accord.
Et quand j'entends le président dire 100 € pour tous les smicards, Vous dites c'est faux. Ben, bien naturellement, puisqu'il y a 20 millions de smicards et la mesure doit toucher normalement 2,6 millions. Alors ce sont les gens qui font la demande pour le revenu, pour la prime d'activité. Voilà, merci. Et une question que je voudrais poser. 2 000 €, mais c'est 2 000 € par personne ou par couple? Non, par personne. C'est par personne. Non, pour une personne seule. Pour une personne seule, c'est 2 000 €. Voilà. Pour la retraite. Pour l'instant, c'est ça. Voilà, qui a été acté. Voilà. Nous serons amenés à travailler cette semaine pour effectivement faire en sorte de mettre en musique toutes les annonces du président de la République. Nous avons échangé beaucoup sur le fil, puisque je fais partie de la commission des affaires sociales, donc ça va relever en partie de cette commission-là, et bien sûr de la commission des finances. Donc ensuite, effectivement, il va falloir mettre en œuvre tout cela. Donc à ce jour, le président de la République, c'est 2 000 € pour une personne. Et pour un couple, effectivement, c'est 3 000 ou 3 300. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour retoucher la CSG. Non, suppression de la suppression de la CSG. La suppression de la hausse. La suppression de la hausse. La suppression de la hausse. C'est 2 000 par Pour les personne ou petites combien retraites. par couple? Par un couple, c'est combien? Alors, justement, la question, c'est pas encore défini. Ça n'a pas été 3 300 €, donc on verra. Une petite chose sur la défiscalisation, je pense que, bon, effectivement, pour les gens qui font des heures sup... Il y a des problèmes, bien sûr, sur la pour les gens, fiscalité. non, mais la défiscalisation des heures sup, alors, pour les gens qui en bénéficient, c'est bien, mais il y a eu une déclaration de M. Castaner, quand il était maire PS... Non, mais on est Non, mais attendez, oui, mais attendez. Non, mais la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Voilà, M. Castaner déclarait... Non, mais M. Castaner déclarait, s'il vous Allez-y, plaît... finissez. La défiscalisation des heures sup, ça coûte 4 milliards et ça supprime 100 000 emplois. Ça, c'est ce qui est déclaré en 2013. M. Castaner va certainement voter cette loi. Je pense, je suppose. Alors, peut-être qu'il y a des gens, qui ont le droit de changer d'avis, effectivement. Oui, d'accord, mais Philippe président de la République aujourd'hui, on a une nouvelle donne disait aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aussi, c'est une question de confiance, même si effectivement, le mouvement des Gilets jaunes porte un certain nombre de revendications. Mais malgré tout, moi, je suis aussi sur le terrain. On me dit certaines choses. On a recréé des emplois industriels, plus de 10 000. Les investisseurs étrangers reviennent en France. Il y a une confiance qui est en train de s'installer. Donc, profitons aussi de cela pour faire en sorte maintenant de dialoguer, de mettre tous les corps intermédiaires autour de la table et d'avancer démocratiquement. Il nous reste 5 minutes d'émission. On voit aussi qu'il y a un déficit de lien entre les élus et le peuple. Comment on change ça? Les demandes de référendum d'initiative citoyenne, les demandes d'élection à la proportionnelle. Est-ce que c'est un terrain sur lequel maintenant, vous, La République En Marche, vous allez avancer aussi? Écoutez, suite au débat, il y aura un certain nombre de décisions à prendre. Donc nous les prendrons. Nous prendrons bien sûr nos responsabilités. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi de recréer des liens avec aussi les représentants locaux, les représentants nationaux, les organisations syndicales. Il n'y a rien de pire que de n'avoir personne en face avec qui négocier. Et ça, vous l'avez appris à vos dépens, je le redis, mais pendant 18 mois, Jean-François Farin, qu'il attendait qu'on... Nous étions effectivement la tête dans le guidon avec les réformes, des réformes qui étaient aussi Jean-François importantes. Farin, comment vous allez pouvoir jouer un rôle? Je parlais de ces cahiers de doléances en début d'émission, ouverts dans les mairies. Est-ce que vous allez reprendre la main en quelque sorte, puisque vous êtes les élus préférés des Français, entre guillemets, les maires? Oui, alors je pense que les élus peuvent reprendre la main ou continuer à prendre la main de deux façons, parce que bon, ce que disent beaucoup les maires aujourd'hui, c'est que l'écoute quotidienne, les maires, dans la proximité, on fait ça tout le long de l'année. Bon, certains m'ont dit, cahier de doléances, pourquoi pas, mais on fait ça tout le long de l'année. Alors bon, il y a l'écoute des citoyens, des habitants. Que vous allez faire remonter. Et ensuite, il faut faire remonter ça. Il faut faire remonter ça à tous les niveaux. Ça peut être au département, ça peut être au préfet. Je pense que les préfets pourraient jouer un rôle un peu plus grand et ne pas être uniquement en ligne avec le gouvernement, mais faire remonter des choses. Philippe Segaud, vous pensez que les maires peuvent avoir un rôle à jouer? Est-ce que vous avez plus confiance dans les maires que dans les élus nationaux ou les hauts fonctionnaires à On est Paris? plus près des maires que des élus, c'est évident. Vous en voyez beaucoup sur vos ronds-points qui viennent vous voir? Il en est venu, oui. On en a vu. On a vu le maire de Monceau, le maire de Sanvigny est venu. Vous pensez qu'ils peuvent jouer un rôle dans cette évolution de la relation entre les citoyens et les politiques? C'est pas suffisant. Lorsque vous parliez d'interlocuteurs, on paraît qu'on est réfractaire aux réformes. Non. Les réformes, on est réfractaire. Oui, tout à fait. Mais on est réfractaire aux réformes que l'on nous propose. Des réformes, je vais vous en proposer. Moi, je vous propose des réformes. Faites ces propositions. Moi, je discute tout de suite. Suppression des niches fiscales pour les grosses entreprises qui peuvent ne pas payer d'impôts en faisant d'énormes bénéfices sur le territoire. 100 milliards. Faites rentrer 100 milliards déjà. Oui, non, mais faites rentrer.
Le président l'a évoqué dans son discours. Les GAFA n'en parlent beaucoup. Google ne paye pas d'impôts, McDonald's ne paye pas d'impôts, c'est scandaleux. Bon. Suppression des niches fiscales, suppression de certains avantages fiscaux, comme je vous disais, ou de certains avantages pour des élus. Vous nous coûtez cher. Moi, je ne m'adresse pas spécialement à vous. Véritable chasse à la fraude fiscale qu'on estime entre 80 et 60 milliards. Entre 60, pardon, et 80 milliards. Taxer les transactions boursières qui n'apportent rien. C'est de l'argent virtuel. Rapidement. Oui, rapidement. Attendez, je mets mes lunettes parce que Ça ira plus vite. renationalisation des autoroutes, EDF, GDF, on a bradé le patrimoine français. On est en train, laissez-moi finir s'il vous plaît, je vais vous dire une chose encore. Mais alors on est vraiment en train, très vite. on est en train de privatiser, on va privatiser l'aéroport de Paris, qui rapporte 1,5 milliard par an. C'est-à-dire que l'État va encore se priver d'1,5 milliard que nous allons mettre la main à la poche pour payer. Vous nous donnez des pistes pour trouver de l'argent pour le pouvoir d'achat. Tout à fait. Et alors, avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On diminue par 10 les charges des petites, moyennes entreprises, des artisans, commerçants. On enlève les charges de la plupart des gens. Et là, vous relancez l'économie. Philippe Texier, vous avez l'impression que les syndicats de salariés, notamment, peuvent avoir un rôle à jouer dans cette nouvelle partie qui s'annonce maintenant de dialogue, finalement, et de dialogue démocratique, notamment? Alors, le dialogue, si c'est celui que le gouvernement Macron a initié depuis son élection, je souhaite bon courage aux maires et à tous ceux qui vont essayer de donner leur avis. Monsieur Macron écoute et il met en place ce qu'il a décidé. Donc, je suis très dubitatif sur cette période qui s'ouvre, sinon qu'à élever le rapport de force en direction de ceux qui ont envoyé un message, qui ont soulevé les inégalités. Moi, je pense qu'il y a besoin de très vite poser la question de l'évaluation des aides publiques et des exonérations. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Arnaud Lefebvre, suivi de la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Bon dimanche à tous sur France 3.